Ce qui m'a toujours marqué chez Agnès Varda, c'est que moi, mes gamins qui ont 22 ans et 25 ans connaissent mieux Agnès Varda que les gens de ma génération. C'est quand même triste, même Chris Marker, c'est quand même intéressant de le savoir. Et puis la deuxième chose aussi, qui m'avait touché avec Agnès, c'était son franc-parler. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de cette histoire qui concerne Prélude, mais ensuite j'ai rencontré Rosalie. Et Rosalie, je l'ai rencontrée autour de Calder et de la rue Daguerre. Et donc la rue Daguerre, ça me remercie. Donc repose Jacques Demy et donc la nièce, Pierre Soulages, Michel Ragon et plein d'autres gens, Pierre Claudet, etc. Donc, et la rue Daguerre, c'est aussi un endroit où il y a toujours des artistes, et moi il y avait Calder avec là. Et donc, j'avais contacté Rosalie pour récupérer les photos de Calder pour mon exposition Calder. Ça date de 2017. Et, qui mettent en valeur du fait des relations entre Agnès Varda, Pierre Soulages et Colette. Quand on parle de Pierre, quand on voit Colette, on dit toujours Pierre sort de ce corps. Parce que Colette, c'est Colette, mais dedans, il y a Pierre. Hein, c'est un peu complexe, mais c'est comme ça. Et donc, voilà l'idée. On s'est dit, tiens, ça serait marrant, on libérer une salle, et puis on mettrait une installation lunaire. C'était un peu le point de départ. Et puis, il y a 2 ou 3 ans, je suis vraiment, on va faire une exposition sur Agnès Varda. Voilà. Et c'est comme ça que c'est beau. C'est pas de bêtises. Voilà. J'adore l'anecdote que Pierre Soulages dit qu'il avait Oui, j'ai 3 femmes dans ma vie, 3 petites femmes dans ma vie. Alors, Colette, Pierre Bloch et Agnès. Toutes dépassées le mètre 90. Donc, avec Rosalie, on a bien bossé ensemble, on s'est bien amusé, on a bien discuté, parce que nous, on discute bien tous les deux. Et moi, je suis très très fier de faire ma dernière exposition avec toi, et avec ton équipe de Ciné Tamaris. Voilà. Et alors, comment on peut dire, tu peux définir en 2 mots comment cette exposition elle est. Alors, ensuite, on va se promener dans l'exposition. En fait, l'exposition, pour moi, elle est vraiment, on a tiré le fil de cette photographie d'Agnès qui s'appelle La Petite Mer Immense, qui d'ailleurs fait l'Atlantique. Alors, on rejoint ce que tu disais, Agnès a aimé le plage de Sèvres dans son enfance, ensuite les plages de Belgique et les plages du Nord dans son enfance, les plages de Sèvres de son adolescence et ensuite le début de sa vie. Et quand elle a rencontré Jacques Demy, ils se sont installés sur l'île de Noirmoutier et elle a aimé l'Atlantique. Mais de cette photographie, on a tiré un fil avec devant. D'abord de faire répondre cette photographie à une œuvre de Pierre Soulages qui n'est pas la moindre, puisque cette œuvre est importante, puisque c'est quand même fait partie des dernières œuvres. C'est certain. C'est sa dernière œuvre. Donc je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez beau et vivant d'exposer cette œuvre. Et tout de suite, on s'est dit avec moi que il y avait aussi une photographie de Cyril Lebrun, et que, en fait, cette exposition, elle est vraiment partie de cette idée de ces 3 œuvres ensemble et comment on allait pouvoir tirer un petit peu un fil. Donc, on tire toujours un fil. Et moi, j'ai tiré le fil, vous allez voir, de son adolescence à Sèvres, de sa rencontre avec non seulement la ville de Sèvres, la famille Schlegel, son amitié avec Valentine Schlegel et le monde. Et de là, on a tiré le fil un peu, je vais dire, du bordelais, du cabas, des photographies, de la matière. Peut-être une chose aussi qui rappelle aussi l'œuvre de Pierre Soulages, vous pouvez le découvrir. Et puis toute cette merveille de petites maquettes qu'elle a commencé à construire à partir de 2017 sur la récupération de films, puisque tout est passé en ligne. Et qu'elle a créé la cabane en Bordeaux, on a exposé la première fois la galerie de Paulo Badia. Et de là, on a tiré un peu le fil de l'architecture, de son amour, j'allais dire, des cabanes, parce que c'était des endroits où tout le monde était travail, le bord de mer, vous pouvez voir les fleurs, les bouquets, la plage, les bouées. Et après c'est un petit voyage, j'ai fait ça avec elle. C'est un voyage qui est un peu lié à l'été, de trouver au bord de mer, à l'arrivée de l'eau. C'est pour ça qu'elle m'a un petit peu plu. C'est une exposition qui n'est pas historique, qui n'est pas
n'a pas un petit peu d'œuvre de notamment à sa pratique photographique, mais c'est comme elle était elle, un club. Elle se définissait d'ailleurs en disant à la fin de sa vie, je suis ce portrait de Rissé, un portrait de Liebel, et puis je suis ça, la vie est un puzzle, et chaque petite partie se nourrit de ton sourire, c'est le défi. Donc je peux faire. Donc, deux trucs. Parler avec le soir. Hein. Et puis, vous dire aussi que la volonté vraiment qu'il y a. Alors d'abord, on avait deux volontés. La première, c'était de faire une publication qui ne soit pas un catalogue périssable. C'est une vraie publication. Et on l'a voulu avec beaucoup d'images, avec une très riche iconographie. Et on a fait aussi un choix que le titre du bouquin s'appelle Les rêveries d'Agnès. On a mis Agnès Varda, je suis curieuse, point. On aurait pu mettre point barre. Parce que dans la vie, si tu n'es pas curieux, si tu n'as pas cette forme de schizophrénie, si tu n'as pas cette curiosité, tu arrêtes tout de suite. Je suis curieuse et elle est au courant de beaucoup de choses, elle s'occupe de beaucoup de choses. Il y a une très grande générosité chez Agnès Varda. Alors, c'est une expo d'été. C'est pas une exposition c'est pas une exposition sur le constructivisme entre 1919 et 1921. C'est une exposition qui est faite pour vous détendre. Et je vous assure que quand vous êtes dans cette exposition tout seul, que vous entendez tous ces sons, c'est très agréable. Il y a le bruit de la mer, il y a le bruit du jeu, il y a le bruit du ping-pong. Je trouve que c'est assez génial. Alors, les œuvres qui sont ici, donc il y a l'œuvre d'Agnès. Donc moi je l'ai trouvée formidable parce qu'elle est encadrée, alors elle est très belle, elle est encadrée en noir et blanc. Tout le mystère de l'histoire de l'art, c'est le mystère de la mer, le mystère de la mer et du ciel. On va dire, moi j'ai vécu très très longtemps au Sable d'Olonne avec des œuvres d'Albert Marquet. Quelle est la fermeture éclair? Où se situe la fermeture éclair entre le ciel et la mer? Et donc la mer c'est très intéressant parce que ça bouge, parce que voilà, et que toujours pour essayer de saisir la mer. Hein, c'est Courbet, c'est Legret, c'est évidemment, c'est évidemment, c'est évidemment beaucoup d'artistes, Marcello, Jeune et Basse, Marcello, etc. Donc ça, c'est l'œuvre de Pierre Soulages qui m'a toujours passionné. C'est la dernière œuvre de Pierre Soulages qui m'a fasciné parce que en fait, elle est datée du 15 mai 2022 et je peux vous dire, de rester. Tu vas cesser une. Donc, original, ouais. Et donc, en fait, cette œuvre-là, c'est une œuvre qui est très intéressante parce que c'est la dernière œuvre de Pierre Soulages. D'abord, il l'a peint sur la terrasse parce qu'il ne pouvait plus descendre Pierre dans son atelier. Donc, ça, c'est très intéressant. Et Pierre écrivait, mais dans ma vie, finalement, j'ai fait que des paysages. Et c'est ce qu'on appelle le fameux paysagisme abstrait, Soulages, même dans les années 50, autour de Daudet. Voilà, donc j'aime beaucoup cette œuvre. Alors, je vais vous faire une révélation. Elle est signée du 15 mai 2022 parce que c'est la date anniversaire, tu ne le sais pas, tu sais, d'Ismaël, voilà, qui n'est pas véritablement l'assistant de Pierre, parce que l'assistant de Pierre, c'est Dan McEnroe, mais qui a travaillé avec Pierre à la fin. Voilà. Et puis, je me suis dit, tiens, quand même, la mer, le mystère de la mer, moi, j'ai exposé pas mal de photographes anciens, que j'ai travaillé un peu sur Hippolyte Bayard, et, et donc, je voulais absolument avoir une œuvre de Gustave Le Gray. Parce que Gustave Le Gray, 1856, il invente la photographie de mer. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que Soulages n'arrêtait pas de me dire, ouais, mais Le Gray, il a fait ses photos du Mont-Saint-Clair. Je pensais vraiment de sa terrasse, quoi. Il n'existait pas. Ça, c'est des bêtises. En fait, il a fait à 7. Mais ce qui intéressait Gustave Le Gray, c'est comment on pouvait conjoindre, en fait, l'expressivité du ciel et de la mer. Et c'était très complexe, la photographie autour de 1856. En fait, il y a deux négatifs. Et quand on regarde les degrés qui sont au musée d'Orsay, donc ça, c'est un collectionneur particulier, c'est M. Serge Cacou, qui nous a prêté vraiment très gentiment cette œuvre-là, par l'intermédiaire de Nathalie Adamson. Et donc, quand on va chez Pierre, on voit cette mer. Et quand on voit cette mer chez Pierre, de sa terrasse, on voit aussi la mer telle qu'elle est dans sa simplicité, la mer à Palavas, de Courbet, que Courbet était un grand peintre, Eugène Houdin, Courbet, tout le monde ne sait pas peindre la mer, comme tout le monde ne sait pas peindre les chevaux.
Il y a des gens qui croient qu'ils ne savent pas des chevaux, mais ils ne savent pas, ils sont nuls, quoi. Hein. Ils ne savent pas traduire à la fois le mouvement, la vie de tout ça. Mais tout ça est très bien joint ensemble. On va continuer. Alors l'exposition, c'est des photographies, c'est des petits films, c'est des objets, et c'est beaucoup d'installations. Voilà, c'est un parcours. Le début de l'expo avec un texte à écrit. Donc on a vraiment essayé qu'elle soit incarnée dans l'exposition par ses propres textes. Et ça, c'était vraiment une idée que j'avais aussi. Comme elle n'est plus là pour pouvoir nous en parler, et que nous, on imagine un parcours avec elle et un voyage avec elle, c'était de toujours la voir avec nous. Donc là, c'est cette partie de sa vie où elle est née à Bruxelles et où elle a vécu, et pendant la guerre, son père a amené toute la famille, 5 enfants et sa mère, à 7, et ils se sont installés sur un bateau. Donc on a trouvé des archives photos du bateau, et c'est comme ça qu'on a rencontré chez elle, qui était des parents de sur la place, et qu'elle a rencontré 3 heures chez elle. Pourquoi c'est important de faire ça? Ces 3 heures, André s'est marié à Jean Clark, c'est ce qui lui a permis de le rencontrer, c'est comme ça qu'elle est devenue photographe nationale, photographe officielle du militaire, nationale du ensuite, Bruno, qui avait fait ses études d'art à Montpellier, et qui était une mascarade, c'était archi, et Suzanne Fournier, qui était la dernière, qui s'est mariée avec Pierre, et son mari est mort de leucémie en 1954. Agnès lui a décrit d'ailleurs son premier magistrat à Bordeaux, et elle a appris à Suzanne, qui s'appelle Suzanne, à devenir laborantine, d'abord puis photographe. Donc là, c'est un petit peu, vous racontez celle, la guerre, il y a un texte, le fait qu'elle a été imprégnée de cette fille à 7, elle a toujours dit qu'elle n'était pas née à Excel, mais qu'elle était née à 7, et ça avait été important pour elle, dans cette construction, j'allais dire, de devenir, elle ne savait pas à l'époque qu'elle allait devenir une photographe, mais elle avait en envie, en tous les cas, de faire d'un côté un métier manuel, elle disait, et en même temps un métier artistique. Agnès. Et puis, vous avez des petits films, ce film, il a été fait par Sylvie Tamaris et donc Agnès, autour de cette personnalité formidable qui était Calder, qui est vraiment une personnalité extrêmement sympathique. Là, il y a vraiment, c'est extrêmement joli, c'est une théière de Valentine Schlegel, des couverts en bois sculptés par elle, un plat. Et ça, on n'avait pas la place, mais moi, j'ai mangé toute ma vie de mon enfance dans un service de table fait par Valentine Schlegel. Donc, j'ai encore des assiettes, des saladiers, etc. Donc, c'est assez incroyable parce qu'aujourd'hui, elle est extrêmement remise au plus du jour, mais pendant des années, elle n'a pas du tout été à la mode. C'est une grande figure. L'autre soir, il y avait Maya Roland. C'est une grande figure, je dirais, de la céramique. On invitera, et je pense qu'à la fin de l'année, on se présentera quelques sculptures de quelques, le mot n'est pas approprié, quelques céramiques de Bernard de Jongle. Valentine était son professeur. Et donc, c'est quand même dans le domaine de la céramique des années 50 et 60 et de la décoration. C'est sublime, Valentine Schlegel. Voilà. Je tiens à vous le dire. Et c'est aussi, ce que quand même j'insiste là-dessus, c'est que Agnès Varda, c'est un univers d'amis, d'artistes et d'amitié. Jean Villard ramène à Schlegel. Là, il y a des photographies de Jean Villard. Alors, il faut savoir que Agnès Varda, elle commence la photographie, comme il y a un petit peu d'entre-nous, la photographie, et elle se professionnalise. Donc, elle est la photographe du TNP de Jean Villard. Vous achetez n'importe quel petit livret du TNP, vous avez pratiquement une chance sur deux de tomber sur des photographies d'Agnès. Et moi, mes trucs de TNP, je te les ai filés, enfin, je crois qu'il doit peut-être en rester un. Et c'est formidable, achetez-les. Parce que vous voyez que la manière de photographier les comédiens, c'est merveilleux. Elle apprend à la fois, elle est très technicienne, elle a un studio, elle fait des portraits,
Et des fois, elle est très libre. Et le fameux portrait, peut-être le portrait le plus célèbre de, de Jean Villard et de Gérard Philippe, c'est Agnès. Hein, et alors, c'est fait, je crois, dans un petit jardin. Oui, dans le jardin, par chez Michel. Ouais, voilà. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a tout de suite proposé à Jean Villard de documenter son travail. Et comme Jean Villard avait une grande notion déjà de l'archive, alors qu'il était jeune metteur en scène, jeune directeur de troupe, elle a documenté les maquettes, les décors, les costumes, les répétitions. Et ensuite, elle avait obtenu de Jean Villard d'avoir un filage pour elle uniquement pour pouvoir faire les photos qui serviront à la presse, à la promotion des pièces de théâtre. Et c'est une richesse incroyable. Donc il y a un jeu d'ailleurs de toutes les planches contacts d'Agnès Varda à la maison Jean Moulin à Avignon. Parce que c'est vraiment une matière de recherche. Et là, j'ai eu beaucoup de plaisir de retrouver dans les archives Valentine Schlegel, qui d'ailleurs a travaillé évidemment au Festival d'Avignon. Elle a fait de la décoration, elle peignait dans la décor. Et j'ai trouvé que c'était amusant justement de montrer que tout ça c'était quand même aussi une histoire de famille, puisque tout le monde travaillait un peu ensemble. Oui. Et ça, c'est des photos qui n'ont jamais été montrées. J'aime beaucoup la photographie de Jean Villard. Cette photo de Jean Villard, vraiment à la fin courte, avec un pavois de joute, c'est vrai que c'est pareil, c'est une photo qu'on n'a jamais montrée. Et ça, c'est un petit pavois que la petite recette a offert à Agnès. Donc, on a mélangé des tirages d'époque, ça c'est un tirage d'époque fait comme dans le laboratoire d'Agnès, c'est un tirage qui date de 50 ans, puisque Agnès a commencé la photographie en 49, avec son CAP. Elle a d'abord tiré dans la baignoire de l'appartement familial du Var-Raspail, comme beaucoup de jeunes photographes, et ensuite, quand elle s'est installée d'ailleurs en 51, elle a organisé un laboratoire pour tirer des photographies et un studio de photo. Tirer dans sa mémoire, elle a raison. Claude Massion, qui est photographe de Royal Folk, qui a commencé à faire des photos de Royal Folk dans les années 72, grand photographe de Gasson. Cette année, c'est les 50 ans de Horses, de Patti Smith. Et bien, ces photos, les premières photos de Claude, c'est tiré dans sa mémoire. Voilà. Et je voudrais insister aussi sur la photographie, comment on peut classer les ordres. Mais moi, j'en arriverai à la réflexion suivante, c'est qu'on parle de photographie humaniste, on ne va pas faire de cours sur l'histoire de la photographie, mais la photographie humaniste, c'est une définition qui est très élastique. Mais je dirais que vous parlez, ce qui est quand même intéressant, c'est sa formation. Son côté très rigoureux dans la construction de ces images, le tirage, la pose, les photos de studio d'Agnès, moi je trouve ça très intéressant. Et c'est ce que j'ai essayé de dire un peu dans mon texte. Voilà. Parce que la photographie humaniste n'est humaniste que la personne qui croit qu'il est humaniste, que ça veut dire humaniste. Peut-être humain, je ne sais pas, mais par contre c'est vrai, ça correspond à une génération de photographes des années 50, dont le plus connu est Robert Doisneau, Willy Ronis et d'autres. Mais il faut quand même comprendre que Agnès Varda, elle travaille avec un très grand photographe que vous, mesdames, vous devez connaître, c'est Guy Bourdin. Guy Bourdin, c'est un grand photographe de mode des années 70 et 80. Et, ouais, c'est pas beaucoup la photo de Maïs. Non, elle ne jamais avec lui. Non, mais elle le connaît bien. Voilà. C'est un compagnon de nous aussi. Ouais. Et c'est quand même intéressant de le comprendre. Et aussi, Agnès, elle publie des photos dans cette revue merveilleuse que je vous invite à acheter pour 0,50 centimes d'euros. C'est une revue qui s'appelle Réalité. C'était la revue des Bourges. Et puis la revue aussi beaucoup dans les médecins. On trouvait ça chez les médecins, où il y avait tous les grands photographes, dont Agnès Varda, qui était dans cette revue. Donc c'est intéressant de comprendre que dans les années 50, on fait appel à des grands photographes, dont Agnès. Mais ce qui est intéressant aussi, on s'est aperçu de ça, c'est que Agnès a gagné sa vie financièrement comme photographe jusqu'en 1964. C'est-à-dire qu'elle avait réalisé 3 longs métrages, La Panko, Cléo et Le Bonheur. Elle avait quand même réalisé Samuel et Cubain, l'Opéra du côté de la côte, au César au château. Mais en fait, le cinéma ne la faisait pas vivre. Et c'est sa pratique photographique
notamment pour des magazines et pour le TNP, et des commandes spéciales qui nous permettent de gagner sa vie. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant parce qu'on voit Agnès maintenant que comme cinéaste, en disant que finalement la photo, elle en a fait un peu au début de sa vie. Non, elle a continué à faire de la photographie par moment. Par moment, elle a posé son appareil photo, elle a fait du cinéma, mais quand même, la photo a toujours existé le long de sa vie. Donc là, ce qui m'amuse aussi, et c'est quelque chose qui m'intéressait, c'est que justement, quand elle a commencé à faire des installations, on a d'ailleurs montré cette installation dans la galerie de la Table au Baga, et puis c'est eux qui est autour des critiques, où elle s'intéresse sur l'image. Et l'image animée, donc c'est une photographie argentique d'un pêcheur à 7, et de chaque côté, elle filme le bateau. Donc c'est toujours cette idée de regarder autrement, euh, de sensation, de curiosité. Et donc ça nous a paru intéressant avec Benoît, mais aussi qu'il y avait justement les pêcheurs. Et tout cet amour des pêcheurs du cabane, c'est vraiment venu à Sète, parce qu'elle a, là, il y a un petit tirage magnifique d'époque, petit tirage sur le bateau. C'est très beau, c'est ça, petit tirage qu'on avait dans les archives. Donc c'est toujours l'idée de montrer que voilà, tout ça a compté beaucoup dans sa vie. Et elle l'a ressorti des années plus tard, puisque les pêcheurs de Sète datent de 2011. Donc un grand bout en avant entre les 51, 52 et 2005. Et 7, c'est très particulier. Moi, ça fait à peu près 30 ans que je fréquente 7, et puis le Robert Combas et de la famille Elie Rosa, Richard et puis Dominique Hervé. Et 7, c'est à la fois le pays de la mer, et c'est aussi le pays des artistes. Et c'est aussi le pays des Italiens. Ça, je dois le dire. Oui. Et d'une certaine partie des Italiens qui se situeraient plutôt entre Naples et la Sicile. Donc, moi, je trouve que Agnès, elle a complètement compris le Génis Loki. Voilà. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup sur celle-ci, c'est qu'à un moment donné, on voit un mec qui passe. Alors, on a travaillé toujours aussi sur des formats qui sont pas très longs, de manière à ce que ce qui est ennuyeux dans les expos d'art contemporain, c'est les vidéos qui durent 3 heures. Quoi. Et moi, je trouve que ce qui est bien, c'est qu'on peut picorer, on peut y aller. Quoi. Alors, tu vas nous parler maintenant, ma chère Rosalie, tu vas nous parler de la pointe courte. La pointe courte. La pointe courte. Alors là, là, on a un petit peu résumé des photographies, l'histoire du tournage, des photographies de tournage, des notes. Et je ne vais pas oublier qu'Agnès a fait un travail de préparation pour son long métrage. Comment elle est arrivée au long métrage? Elle a simplement mis en main un entretien d'elle, qui date des années 50, où elle dit que d'un seul coup, l'image fixe ne lui a pas suffi et qu'elle a eu envie de passer derrière la caméra. Donc elle a tourné son premier long métrage en 54. Elle avait vu très peu de films, alors elle dit toujours comme une boutade qu'elle a vu 4-5 films. Dans la réalité, je pense qu'elle en avait vu une dizaine. Mais en tous les cas, elle n'allait pas au cinéma parce que sa rencontre avec Jean Villard a fait qu'elle a beaucoup été dans le milieu du théâtre. Elle a d'ailleurs documenté d'autres pièces de théâtre que les pièces du TNP. Et donc là, on montre son travail préparatoire où elle a fait beaucoup de photographies avant le tournage. D'ailleurs, aux éditions d'Espire, il y a un des catalogues de l'Institut pour la photographie raconte justement ce travail préparatoire avant le tournage. Et puis, vous mettez aussi des petits documents qui nous permettent de voir comment elle-même a appelé les concours de presse, gardé les documents. Elle a beaucoup gardé d'éléments, des notes, des planches contacts. On a beaucoup de chance, on a des archives extrêmement riches chez Cinéma Maris, et ça nous permet aussi de faire toutes ces expositions. Alors, je vais ajouter deux trucs. Tirage d'époque, je vais dire. Tirage d'époque, c'est une chance en fait. Un tirage d'époque, il est tout petit, parce qu'à l'époque, on n'est pas à l'époque des divans, des trucs qui manquent. Parce que elle a fait quelque chose d'assez incroyable. Elle a pris des acteurs, je veux dire, à l'époque, Philippe Noiret, hein, son premier rôle au cinéma, il était au théâtre. Et alors, Sylvia Montfort, alors moi,
Il se trouve que j'ai eu la chance de la rencontrer il y a très longtemps, il y a pratiquement 35 ans, c'est une garde fort, pour une séance de lecture. Et donc, j'ai trouvé que c'était quelqu'un d'absolument merveilleux, quoi. Voilà. Et donc, le voilà pour cela. Voilà. Ça, c'est une installation qui a été déjà entrée dans différentes institutions et musées. Et c'est quelque chose qu'elle a affilié elle-même des actualités, qu'elle a ensuite monté. Et comme ça. Et à côté, on a mis un grand wallpaper, une photographie du porte de la femme. Et à votre gauche, vous avez une série de photos qui viennent du film La Pointe Courte, dans la scène du bateau, où il y a encore des se barbe. Et à côté, la première maquette, qui s'appelle la maquette de la Pointe Courte, du film La Pointe Courte. Comment est arrivée l'idée? C'est que d'un seul coup, au bureau, on s'est retrouvé avec beaucoup de copies de films, puisque tous les films avaient été numérisés en 2K pour être des fichiers numériques pour pouvoir être. Et de cette cabane, là, elle a eu l'idée d'entrer mais comment faire des maquettes. Donc là, c'est très amusant. On s'est amusé à cocher le film sur le numéro de la guerre. Et on a filmé en supervise le film. Et ensuite, on a développé la pellicule. Et avec la pellicule, on a pu faire à l'échelle des maquettes. Donc ça, c'est la maquette qui représente le bateau de la Pointe Courte. On n'a pas encore pu le faire en grand. On ne désespère pas avec Nathalie là, de le faire une fois quand cette maquette arrive de faire en grand, on va vraiment rentrer, marcher dedans, comme dans le film. Juste rajouter une petite note. On a joué aussi sur des wall drawings, on a rendu cette image qui nous intéressait, qui est une matière. Quand on va à 7, quand on va vers 5, qui est 7, c'est compliqué, cette image comme ça de mémoire. Si vous voulez vous filmer des images comme ça, allez aussi à un endroit merveilleux qui s'appelle La Chaume, c'est en face des Sables d'Olonne, où il reste encore, il n'y a pas que des résidences secondaires, un peu cet esprit. Et moi j'aime beaucoup ça, ces photos justement qui représentent les ports qui sont un petit peu usés en ampoule aussi à la campagne. Je trouve qu'on continue peut-être, hein, parce que après je vous donne quelque chose que vous voulez, puis il y a personne vous pouvez consulter. Rosalie. Ici, c'est la partie de la maquette, on passe un peu à, j'allais dire, les matières, comme on est ici dans la maison de Soulage. On a retrouvé dans nos archives des photographies, d'ailleurs, toute cette série, elle n'avait jamais été produite, qu'on a mélangées avec des photographies de tirage d'époque, des photographies plus contemporaines. Et après, pour montrer que finalement, toute sa vie, Agnès a été intéressée par les natures mortes, par le mélange, justement. Alors souvent, quand même, les natures mortes sont toujours liées à un lieu de travail, hein, puisque là, c'est quand même des filets de pêche. C'est une série de photographies qu'elle a fait sur l'île de Noirmoutier, sur les cabanes. Il y a toujours une clé qu'elle aimait les cabanes, qui mélange le côté de l'enfance, où c'est les cabanes dans le jardin. Elle a fait des cabanes sur la plage qu'on voit à Sète dans les années 50. Et puis, dans le film, les plages d'Agnès, elle a fait reconstruire une sorte de cabane de la baleine pour ses vêtements. Donc, c'est un mélange de la cabane chez l'enfance, et c'est aussi les cabanes de jardin, c'est aussi les cabanes de travail, c'est de l'exploration. Je pense que c'est pour ça qu'il a un. Et là, vous avez la maquette de la cabane de l'échec. Du film Les créatures devenues une cabane de cinéma. Donc, c'est cette cabane qu'on a fait en grand à la Fondation Cartier en 2006. Évidemment, avec le temps, on n'a pas résisté quand même de mettre une œuvre magnifique de circulage à côté d'un tirage photographique posthume d'Agnès. Et on trouve que quand on retrouve bien, ils se sont connus dans les années 50
à tête. Ils ne se sont jamais vraiment perdus, ils sont toujours venus croiser. Moi, à chaque fois, je suis allée à Sète avec ma nièce et j'allais voir Colette et Pierre Simon. Vous savez, une vidéo aussi, je montrais que toutes ces photographies qu'elle a faites dans les années 50, là-bas, il y a deux photographies qui sont magnifiques, mais également vues sur le bord du quai de la Pointe. Il y a quelque chose de la même famille, en fait. C'est ça, en fait. Voilà. Elle n'a jamais peint, elle n'a jamais dessiné, et je crois qu'elle a aimé toute sa vie l'œuvre de Pierre Célard. Et donc, le Sauvage, il raconte qu'il aime les vieux objets qui traînent dans les ports. Voilà, c'est ça qui commence comme ça. Euh, et donc, en fait, je trouvais que c'était intéressant de le lier à la même période, c'est-à-dire au début des années 50, avec soit les Baudenois, soit les gouaches, soit les encres que Pierre Sauvage a fait. Donc, on a fait une encre du musée, on l'a mis à côté. Et n'oubliez pas aussi que dans les années 50, on est un peu les héritiers de la photographie, ce qu'on appelait la photographie autour de Germaine Krug, ça c'est cette photographie à partir des objets, des ports, etc. Et que on aime l'objet pour le mettre en scène d'une manière un petit peu à la fois soit abstraite, soit géométrique, etc. Donc je trouve que les deux, franchement, ça match de manière tout à fait remarquable. Voilà. Et, bon, bah, Agnès, comme dit Rosalie, Agnès, elle est passée je sais pas combien de fois chez Pierre, et, et, euh, et elle a aimé qu'il suffit d'aller à la Sète, dans la maison de Colette, maintenant, pour se rendre compte qu'il y a un univers, quoi. Quand Pierre dit, en fait, la mer, le paysage, quand on va chez Pierre Soulages, on a l'impression que le paysage, il est posé sur la rambarde de la terrasse. Et les arbres font partie de l'architecture et les objets. C'est quelque chose qui est quand même remarquable, quoi. Et alors, il y a aussi une chose quoi, qui m'intéresse, c'est que moi j'ai toujours beaucoup aimé la photo et je vois bien, quand on voit ces photos qui sont là, par exemple, il y a quelque chose de surréaliste, de noir en noir, à laisser des traces, c'est pas ça, pour parler de Kimura, c'est une espèce de surréalisme qui vient, en fait, le surréalisme, ça vient du réel, comme chacun le sait, et donc quand on a ces objets, une bite de Marache, par exemple, Soulages en parle dans son fameux texte, la tâche du mur d'en face, ou le mur d'en face, le mur d'en face. Et je trouve ça vachement intéressant, et qui fait des bons artistes, quoi, avec une vraie culture. Euh, c'est Aragon qui disait qu'il n'y avait rien de plus beau dans certains surréalistes qui étaient très proches de l'art naïf. Je pense à Jules Lefranc, la lumière zénithale et la banalité des objets. C'est un film qui m'a touché. Et alors, je me souviens, je l'avais dit à Agnès, parce que peut-être pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est un couple très heureux avec un enfant, la femme, deux enfants. Voilà, donc c'est la cabane du bonheur qui reprend d'ailleurs toutes les séquences. Hein, enfin, les séquences. Voilà, c'est une copie du tout. Ça, c'est vraiment c'est vraiment une histoire unique. Et dans la dernière partie de l'exposition, donc on a incorporé le plus nouvelle, mais on parle de la peur, et si on parle d'expire, on est obligé de parler du voyage qu'Agnès a fait en Chine en 1957. Elle a toujours beaucoup aimé le sport dans les années 50. Et elle a photographié le système de carrière aussi. Et elle a fait des photographies dans des cirques populaires en Chine, en campagne. Et dans la série des critiques des volets à portrait vidéo, on en a fait un au début de l'exposition avec le pêcheur, elle en a fait un aussi, un hommage à ces petits cirques itinérants. Et là, c'est un cirque qui a été tourné bien de pareil, l'hommage fixe et l'hommage extraordinaire. Là, c'est vraiment une photographie qui était prise en 1957 dans un cirque de campagne en Chine. Et là, ce sont des images de bien faire pour l'exposition, des images costumes d'un cirque pareil dans une campagne. Et on voit bien d'ailleurs que les gens sont plus ou moins debout, il y a 2-3 ans. Ce côté un peu, j'allais dire, un peu minable, un peu, voilà, c'est pas des gros cirques grandioses. Elle a toujours été. Pour moi, toute son enfance, elle vient de aussi.
Et moi aussi. Le cirque Amar à l'époque, le cirque Jean-Richard. Le cirque Russe, le cirque Amar. Elle le dit d'ailleurs, qu'elle regardait, elle était entre le cirque Medrano et le cirque d'hiver. Je voyais par mois un spectacle par mois dans les petits gens et les trapézistes. Et donc, c'est disait on a dit ça parce que je crois que c'était aussi une façon de lui rendre hommage de tout ce qu'elle aimait. Elle aimait les bouquets, elle aimait la sève, le porc, le pêcheur, le cirque, les fleurs. Et puis elle aimait aussi la plage. Elle aimait le portrait de la plage. Là, c'est le tirage de film pédagogique de la paix qui s'appelle Pédago, qui est en fait une commande du ministère du Tourisme pour la promotion de la French Riviera. Et c'est les merveilles, évidemment, les promotions, mais toujours un peu décalées, hein, sur une twist un peu ça qui s'amuse à côté, il y en a toujours aimé aussi, voit bien des matelas fenêtres, qui vont et des tombes en place. Ça, c'est une installation qui a été faite pour le 1921. C'est dommage parce que vous n'avez pas assisté. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment un image de plage, de comprendre. Et quand on a fait cette installation, pourquoi elle était connue, elle a fait une série de communes de c'est des petites natures. Donc ça, c'est une idée que je pense que c'est un peu de on parle dans le village d'Agnès, elle a vraiment eu envie de faire un hommage aux petits jeunes au trapézistes et elle a installé sur le plage de Belém un portique pour les trapézistes. Et donc ça, c'est un extrait de son film Les plages d'Agnès. D'ailleurs, Oui, on l'a présenté. là, en fait, on était en vacances en 2018 à Noirmoutier. Et en fait, au milieu, c'est la fin de mon fils aîné, mon deuxième fils. Elle leur a dit, elle était avec deux copines. Et elle a dit, oui, j'aimerais bien vous installer sur la plage, faire un tour près de vous. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'appelle le triotype, qui répond aux 5 rêveurs. Les 5 rêveurs, c'est une installation qui date de 2016, qui a été montrée sous une autre forme à la galerie Nathalie Ovadia. Et en fait, c'est un hommage aux 5 rêveurs, parce qu'en fait, c'est l'année où Paul et le fils Corentin a passé son baccalauréat. Et elle lui a proposé de poser avec ses copains, de regarder l'avenir devant eux. Je pensais qu'après le bac, il a commencé à amusant. Et c'est toujours cette idée de. On fait avec ce qu'on a, là où on est, on crée. Et il y a cette chose toujours, où qu'elle soit dans sa vie, elle avait toujours envie de créer et elle faisait des choses. Elle écrivait, elle faisait des photographies. Voilà. Donc c'était amusant aussi de montrer que son travail était toujours extrêmement ancré dans le moment où elle était. Il y a des artistes qui sont très détachés de la réalité où ils sont. C'est-à-dire qu'ils peuvent se permettre n'importe où écrire, peindre, de ne pas regarder là où ils sont. Et Agnès avait cette faculté de toujours avoir le regard éveillé de là où elle était. Et puis, terminer, parce qu'on fait un hommage au bord de la mer, pour la mer, l'horizon, en vague, pour la sable. Donc, moi, je trouve une photographie, la chambre dans la de bord de mer, de coucher de soleil. C'est toujours la même chose, bord de mer. Et donc, encore, comment on regarde le lac, comment on regarde nous-mêmes et nous-mêmes à l'été. Est-ce qu'on a l'impression qu'on est vraiment au bord de la plage voilà. C'est une installation que beaucoup qu'on a montré à New York, aux États-Unis, on a montré à Porto, on a montré
Donc, quand on voit tu te rappelles même la chaîne. C'est pas grave, on va Voilà, mais c'est intéressant parce que c'est une invitation d'un voyage. Et donc, toujours, c'est pas au-delà de la voyager. Alors, c'était le point de départ de notre exposition, le point d'arrivée. Et après, vous refaites le tour dans un sens, dans un autre. Et puis, il y a une chose que je veux dire, c'est que quand on rentre de cette exposition, c'est derrière ça, important. Et moi, j'adore ça, parce que j'ai grandi pas très loin de La Rochelle. Et moi, la mer, ça m'intéresse, le bruit de la mer, les baigner, ça m'a jamais intéressé. Ce qui m'intéresse, c'est l'ambiance générale. Et ça, je trouve que c'est une vraie réussite. Alors, je profite de l'occasion pour dire aussi que notre équipe est quand même modeste. Je remercie tous les gens qui nous ont aidés à faire cette exposition, à commencer quand même par Philippe Tamaris, comment dire, le scénographe, Nicolas, Mafia, évidemment Gégé Gisèle, ça là ce soir, le Granon, parce que c'était quand même un bon boulot de créer ce photo, et qu'on a essayé de faire quelque chose qui est assez prospectif en sortant des images que les gens ne connaissaient pas. Et que quand les gens parlent d'Agnès Varda, je vais vous donner juste un exemple, quand j'ai annoncé l'exposition Agnès Varda à Les Aveyronais, Pierre Cueillicot, je ne pas un mec qui connaissait Agnès Varda, le mec de ma génération. C'était, pour moi, j'ai trouvé ça pitoyable. Et par contre, toutes les femmes connaissaient Agnès Varda, quel que soit leur milieu. Donc ça veut dire quand même quelque chose qui a encore du boulot à faire, hein, parce que franchement, tu as vu le film de Belmondo, tu as vu là, ton père, hein. Alors c'est quand même un peu triste quand même, c'est pour ça aussi qu'avec CGR, on va faire deux travail. On passe beaucoup de films d'Agnès parce qu'on en profite. Et voilà ce que je voulais dire. Et donc l'équipe du musée a beaucoup travaillé aussi sur ce projet parce que nous, pour nous, c'était un peu, comment dire, on est sorti un peu de notre ce n'était pas les expos qu'on avait l'habitude de faire. Et ça nous a beaucoup appris. En particulier grâce à cette exposition, maintenant, on est très bien équipé au niveau des VP, c'est-à-dire les vidéoprojecteurs. Donc on a des trucs formidables. Et ça, c'est grâce à ça, Rosalie, c'est grâce à Agnès. Voilà. Alors l'idée, c'est que cette exposition, on peut la prendre dans un sens, dans un autre. On peut très bien s'asseoir quelque part. Et voilà. Ah oui, je profite aussi de l'occasion pour vous dire qu'au même moment, il y a une petite manifestation qui se passe, puisqu'il faut savoir qu'en Aveyron, quelques 30-40 km ici, il y a Utré, c'est le centre Georges Ruquier. Utré, c'est lui qui a fait Big Far et Farvic. C'est lui qui a travaillé avec Jacques Demy. Voilà. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit truc sur Jacques Demy chez Big Far et Farvic. Voilà. Parce que le cinéma, c'est ça aussi, c'est le partage. On a réussi à obtenir cette très belle photographie. Alors en plus, cette photographie est intéressante parce qu'il y a quand même un bateau. Il n'y a pas la mer, c'est aussi habité par un bateau qui est vraiment. Et que les bateaux séchaient, évidemment, ça c'est des bateaux, et en particulier des bateaux en construction, dans l'œuvre d'Agnès Varda. Et ça, c'est une œuvre du musée d'Orsay qui représente la mer et le ciel. Et donc, la technique très particulière de Legray, c'est qu'il y a une juxtaposition de négatifs. Parce que les grands problèmes qu'on a, c'est un peu comme la course du cheval, hein, comment on représente un cheval au galop au XIXe siècle, comment dire, les terribles peintures de Le Taille faisaient des peintures de guerre avec des chevaux, etc. C'est comment on le représente, quoi. Et donc, c'est la juxtaposition toujours de négatifs. Et ça, cette œuvre-là est aussi intéressante parce qu'il y a eu, il y a maintenant une vingtaine d'années, 82, ou même plus, 97, je crois, l'exposition à Orsay, où Pierre Soulages a choisi les Legray au musée d'Orsay. Comment 2004. Voilà, 2004, alors, avec Serge Lemoine, il a choisi des photos de Legray, et il y avait cette photo dans les 30 photos alors, il y en a des beaux Legray, il y en a quand même au musée de Montpellier, pas à d'autres. Il y en a ici. Et n'oubliez pas que la photo, c'est quand même un art qui est très ancien, et que c'est quand même absolument génial. Et Legray, Le Sec, Legray, Chardonnay, grand de la photographie ancienne, qui ont toujours une part de contemporanéité, parce que la photographie, c'est contemporain. C'est pas parce que vous avez
c'est pas la tête de la photo qui compte, c'est la qualité de la photo. Et donc, je pense qu'on a fait à peu près le tour.